c'est l'argent des Français qui est volé. C'est l'argent des Français qui est racketté. Je suis désolé, il faut dire les mots. Il n'y a pas de sauver la planète, pas sauver la planète. Les éoliennes ne servent pas à la décarbonation. En France, le pays est à 99% décarboné. Donc si c'est pour décarboner, c'est raté. Là, on a un système mafieux qui est génialissime. Parce que c'est une petite ponction qui devient de plus en plus importante sur une quantité. Il y a 70 millions de Français. Enfin, il faut quand même être très clair dans cette affaire. Mais, enfin, je veux dire, il y a eu le scandale des prises illégales d'intérêt. Il y avait 250 plaintes pour prise illégale d'intérêt, jusqu'au moment où le gouvernement a supprimé le service central de prévention de la corruption qui avait centralisé ces plaintes. De toute façon, on va vers un énorme scandale, le scandale du siècle. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Henri Michel. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Alors, plaisir. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial auquel nous avions déjà consacré un entretien il y a quelques mois. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, paru aux éditions du Rocher et qui a fait l'objet d'une nouvelle édition revue et augmentée. Un ouvrage qui ambitionne de dévoiler la face cachée des éoliennes entre pollution, atteinte à la santé et à la biodiversité, augmentation du prix de l'électricité, détournement de fonds publics, conflits d'intérêts, corruption et mafia. Alors, vous soulignez dans le livre que si ces éoliennes sont présentées comme des moyens de sauver le climat, elles constituent en réalité un scandale écologique pour vous et une arme de destruction massive de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les éoliennes sont dommageables pour l'environnement ? Oui, en fait, c'est tout à fait passionnant et intéressant parce que pendant des années, on a présenté des éoliennes comme des fleurs, des marguerites pour sauver la planète. Greenpeace nous disait sur son site internet, et nous le dit encore, les éoliennes comme un bouquet de fleurs pour la transition énergétique. On imagine un bouquet de fleurs dans les cheveux de Greta Thunberg, même si elle-même est revenue sur la question des éoliennes. Et en fait, en réalité, derrière ce visage idyllique des éoliennes, dont on a le sentiment même qu'elles atténuent la pollution, qu'elles ont un effet d'avaleur de CO2, eh bien, en fait, j'ai voulu montrer la face noire, la face sombre de ces éoliennes blanches immaculées. Ces éoliennes présentées quasiment comme le symbole d'une nouvelle religion. Le député François Brottes, qui était le député qui avait soutenu la loi de développement des éoliennes en 2013, m'avait dit, dans le cadre d'un colloque que nous avions infiltré, un colloque de promoteurs éoliens, il m'avait dit personnellement autour d'un café, nous voulons remplacer vos clochers par des éoliennes. Et donc, j'ai compris que derrière tout cela, eh bien, en fait, l'éolien était l'expression d'un symbole qu'on retrouvait dans les livres d'école, qu'on retrouvait sur les sites internet. Et accolé au terme écologie, il y avait en biais cognitif la représentation d'une éolienne comme un symbole religieux, comme un symbole de la lutte pour le climat et de la lutte contre la pollution. Alors, sur le caractère lié à la pollution des éoliennes, vous donnez plusieurs éléments dans le livre. Vous parlez des différents éléments qui composent une éolienne. Notamment, vous parlez de la nacelle. Vous insistez sur les problématiques qui sont liées aux terres rares, hein, notamment. Tout à fait. Alors, vous avez, on va dire, 4 éléments principaux dans une éolienne. Vous avez la nacelle, c'est là où il y a la turbine qui transforme le vent en électricité. Vous avez les pales, vous avez le mât et vous avez le socle en béton. On va dire globalement, le mât ne pose pas de problème, mais tous les composants qui composent la constitution d'une éolienne sont polluants. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que quand on étudie en détail cette question des éoliennes, on se rend compte que c'est véritablement un monstre écologique. C'est un monstre qui détruit la nature. Et le premier élément, ce sont les nacelles qui sont réalisées avec, et notamment la turbine, qui sont réalisées avec des terres rares. Et les terres rares, principalement le néodyme. Et, alors,
j'ai les exploitants éoliens qui ont commencé à dire que je racontais n'importe quoi, évidemment. Alors moi, je me fie aux éléments et aux chiffres du Bureau de recherche géologique et minière qui expliquent que les terres rares composent et sont utilisées et consommées à hauteur de 10% à l'échelle mondiale pour les rotors des éoliennes. Donc, ce qui correspond effectivement à un chiffre tout à fait exact, car tous les rotors des éoliennes contiennent du néodyme, surtout pour les modèles récents. Pourquoi? Parce que avant, vous aviez des rotors et des aimants permanents avec du bore, mais c'était très coûteux en entretien. L'avantage des terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, qu'on trouve en quantité importante dans les sous-sols, mais qui sont très rares parce qu'en fait, il faut des quantités très importantes de terre pour récupérer 1 kg de terres rares. Là, c'est la Chine d'ailleurs qui a un monopole. Et c'est la Chine qui a le monopole. Pourquoi? Parce que c'est tellement polluant à exploiter que la Chine est devenue la délocalisation de la pollution de l'extraction de terres rares, et notamment à Baotou, en Mongolie. Oui, voilà. Parce que vous parlez de cette ville dans le livre Baotou en Mongolie, donc qui abrite une mine en fait pour exploiter les terres rares. Mine et usine d'extraction. Et vous dites justement dans le livre qu'on a mesuré la radioactivité dans cette mine de Baotou qui était 32 fois supérieure à la normale. Et à titre de comparaison, vous donnez Tchernobyl où là la radioactivité est 14 fois supérieure à la normale. C'est ça. On a, si vous voulez, parce que en fait, faut comprendre, pour ce kilo de néodyme qui compose les éléments des turbines des éoliennes, il faut extraire énormément de terre. Cette terre fait l'objet de 10 lavages d'acide oxalique et sulfurique. 10 lavages successifs. Et donc, vous concentrez la matière. Et ensuite, cette matière est évacuée dans un lac toxique. Donc, à côté de Baotou, vous avez, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs et les téléspectateurs d'aller voir Baotou, terre rare, et ils verront le lac toxique avec des fumées plutôt polluantes. Et là, ça concentre la matière. Et associé aux terres rares, vous avez de la radioactivité. Donc, si vous voulez, en fait, d'ailleurs, la France a arrêté l'exploitation de terres rares et derrière, il faut comprendre que cet enjeu est un enjeu géopolitique avec les États-Unis, avec l'Europe, parce que la Chine ayant pris le leadership d'extraction des terres rares, ça pose un problème parce que 80% des terres rares viennent de Chine. Oui, sachant que les terres rares, on n'en trouve pas uniquement dans les éoliennes, mais aussi dans les ordinateurs, dans les téléphones portables. Alors on m'avait dit à l'époque, oui, mais justement, on trouve pas de terres rares simplement dans les éoliennes. Sauf que j'avais expliqué que jamais on avait dit qu'un téléphone portable allait sauver la planète. Voilà, donc il faut arrêter. Si c'est un symbole de lutte contre la pollution, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Hein. Ça veut dire que la boboïtude au canal Saint-Martin accepte les éoliennes dans la campagne qui contiennent des terres rares qui conduisent à l'extraction dans des conditions écologiques épouvantables en Chine. Et donc, on délocalise la pollution, on délocalise la vue de la pollution. C'est ça qui est symbolisé par les terres rares qui sont dans les éoliennes et qui font d'ailleurs que c'est un impact économique important. C'est que la Chine, mais on y reviendra peut-être, est en train de prendre le leadership dans la construction parce qu'elle est en train de créer un embargo sur l'exportation des terres rares et aussi sur l'exportation des aimants permanents constitués par les terres rares. Oui, donc ça pose aussi d'ailleurs un problème de souveraineté pour nous. Exactement, tout à fait. Qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur la partie nucléaire, mais avec l'uranium cette fois-ci. Exactement. Et alors vous parlez donc effectivement de ces terres rares, vous parlez aussi des pales des éoliennes. Alors là, les pales d'éoliennes, vous avez deux énormes paradoxes. D'abord, vous avez le paradoxe du balsa. Alors ça, c'est fantastique et moi, je prends mes sources dans la presse internationale. Vous avez le Courrier international qui prend une étude absolument fantastique sur le balsa parce qu'il faut comprendre qu'une pale d'éolienne, c'est deux couches de plastique, de fibres de carbone, avec au milieu pris en sandwich une lame de balsa. Mais les pales d'éoliennes nécessitent tellement de balsa que il faut la culture de balsa qu'il y a en Équateur ne suffit pas et donc il y a des extractions sauvages dans la forêt amazonienne de balsa. C'est-à-dire qu'il y a une fièvre du balsa pour pouvoir répondre à la demande des pales d'éoliennes. C'est-à-dire que les pales d'éoliennes qui sont censées sauver la planète, utilisent du balsa qui est extrait et contribue à la déforestation amazonienne
qui est un puits de carbone. Vous voyez tout ce paradoxe qui est absolument épouvantable. En fait, les éoliennes contribuent à la déforestation amazonienne. Ce qu'on gagne censément d'un côté, on le perd de l'autre. Et puis, derrière, vous avez surtout l'impossibilité technique de recycler les pales d'éoliennes. Et là, quand j'ai sorti mon livre en 2019, on n'avait aucune photo de décharge de pales d'éoliennes. Et là, maintenant, on a à Casper, dans le Wyoming, on a dans le Texas, 4000 pales d'éoliennes dans une immense décharge américaine. Vous imaginez la quantité. Ils ne savent pas comment exploiter ces pales d'éoliennes et donc ils les laissent mourir dans des décharges à ciel ouvert. Et il y a des photos édifiantes aux États-Unis de décharges de pales d'éoliennes. Imaginez en France, là c'est une décharge de 4000 pales d'éoliennes au Texas. En France, on a à peu près 10 000 éoliennes, donc on a 30 000 pales d'éoliennes qu'on devra recycler et dont on devra assurer le sort. Sachant que la durée de vie d'une éolienne, c'est une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années à peu près. Voilà. Et j'avais entendu aussi qu'il y avait des cimetières de pales d'éoliennes en Afrique. Oui, on avait cette information quand j'ai sorti mon livre, mais on n'avait pas de photos. Tandis que quelques mois après la sortie de mon livre, Reuters, aux États-Unis, a sorti des photos de Casper, des photos vues de haut d'une décharge Donc les photos qu'on a aujourd'hui ne sont pas en Afrique, elles sont aux États-Unis. Mais alors elles sont très impressionnantes. Parce que vous dites que ces fibres de carbone qui sont dans les pales, en fait, c'est elles qui posent le problème de recyclage. C'est-à-dire que, en fait, pour que les pales, il faut qu'elles soient à la fois souples et dures. À la fois dures, mais qu'elles permettent justement cette souplesse qu'on va chercher dans le balsa. Et donc, la matière utilisée, elle n'est pas réexploitable. On ne peut pas la brûler. Hein, alors, si on la brûle, ça fait des fumées qui conduit à des cancers identiques au cancer de l'amiante, par exemple. Donc, ça, c'était les experts de la Bundeswehr en Allemagne qui avaient précisé que brûler les pales d'éoliennes. D'ailleurs, quand il y a des éoliennes qui brûlent spontanément, parce qu'il y en a qui brûlent spontanément, normalement, les pompiers ne doivent même pas y aller, tellement c'est toxique. Et il n'y a aucune protection. On voit régulièrement sur Internet des éoliennes qui brûlent spontanément. Eh bien, les fumées, il ne faut surtout pas être à côté de ces éoliennes parce que les fumées sont très, très, très dangereuses. Et d'ailleurs, vous dites aussi dans votre livre que les pales des éoliennes sont susceptibles de rejeter dans l'atmosphère du bisphénol A. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose. C'est des études qui ont été réalisées dans le Nord par des universitaires dans le Nord de l'Europe. En Norvège, hein, je crois. En Norvège, et qui expliquent comment l'usure des pales, pour la constituer les pales, il faut utiliser du bisphénol A. Et donc les microparticules de pales d'éoliennes qui sont confrontées avec l'usure s'épandent dans la nature. Et donc il y a des études tout à fait sérieuses qui ont été réalisées, évidemment contestées par le lobby des éoliennes, mais qui montrent qu'effectivement, ça pose un énorme problème de santé publique. Vous en citez une d'ailleurs dans le livre, donc, ce rapport publié par des chercheurs norvégiens en 2021 qui estime qu'une seule pale d'éolienne en Norvège émettrait 62 kg de micro et nanoplastiques chaque année, soit un total de 25 tonnes par an pour les 400 éoliennes du pays. C'est ça, assez considérable. Et si vous y ajoutez le bisphénol A, c'est des nanoparticules, ça se répand dans la campagne, c'est absolument horrible. Vous dites dans le livre qu'un seul kilo de bisphénol A peut contaminer à lui seul 10 milliards de litres d'eau. Voilà. Donc vous voyez les enjeux. Évidemment, ce chiffre est contesté par une filière éolienne toute puissante. Alors vous parlez aussi un peu de la pollution marine. Hein. Alors là, on parle des éoliennes donc offshore, hein, des éoliennes en mer sur le littoral. Vous dites que les mâts de ces éoliennes émettent de très fortes quantités de métaux lourds dans l'eau de mer et notamment de l'aluminium. Oui, alors pour l'éolien en mer, vous avez ce qu'on appelle des anodes sacrificielles. Parce que, évidemment, quand vous mettez des mâts en fer, les mâts ils fondent dans l'eau de mer. Et donc, une des techniques consiste à mettre des anodes sacrificielles en aluminium. Et donc, ces anodes sacrificielles propagent de l'oxyde d'aluminium et de l'oxyde de zinc dans la mer. Et ça, ce n'est pas biodégradable. C'est la bioaccumulation.
C'est-à-dire vous avez, le CNRS explique bien que l'oxyde d'aluminium et l'oxyde de zinc sont bioaccumulables. Donc les petits crustacés récupèrent cet oxyde, sont ingérés par des animaux marins plus importants jusqu'à la chaîne alimentaire humaine. Ah oui, donc ça contamine l'ensemble de la chaîne alimentaire, exactement. D'accord. Et alors, ils essayent, les exploitants éoliens, de trouver d'autres techniques que les anodes sacrificielles. Enfin, ça veut tout dire déjà, anodes sacrificielles. On voit que derrière les éoliennes, il y a un sacrifice. Voilà. Vous parlez aussi d'un scandale sanitaire dans votre livre sur ces éoliennes. Vous écrivez notamment qu'une vingtaine d'années de recul sur le sujet permet de tenir pour avéré le fait que le fonctionnement des éoliennes dans les campagnes s'accompagne de graves problèmes pour la santé des habitants. Et ce, vous dites, en dépit de la désinformation constamment entretenue sur cette question par les promoteurs éoliens. Tout à fait. Alors là, c'est tout à fait passionnant et depuis la sortie de mon livre, il y a même eu des décisions de justice sur cette question. En fait, il s'agit d'une documentation internationale sur ce qu'on appelle le syndrome éolien. Le syndrome éolien est lié aux infrasons. Alors, on va expliquer ce que sont les infrasons. Les infrasons sont des sons non audibles par l'oreille humaine. Donc on ne l'entend pas à l'oreille humaine, ce sont des sons par vibration. Ce ne sont pas les sons qu'on va entendre des pales, mais ce sont les vibrations autour du mât. Vous voyez, quand il y a un peu de vent, le mât va légèrement bouger. C'est l'infrastructure. Et donc ces sons se propagent à 20 km du lieu de l'éolienne pour les éoliennes terrestres et 50 pour les éoliennes en mer. Et ces infrasons, il y a eu un médecin allemand qui a précisé que conduisaient à des modifications moléculaires. Donc les infrasons, d'ailleurs c'est connu, hein, les infrasons sont utilisés comme armes de guerre ou des armes pour disperser des manifestations. On a vu des manifestations qui se sont réalisées en Asie ou aux États-Unis avec des pistolets à infrasons. Et donc les infrasons, quand on est confronté à ces infrasons en grande quantité, eh bien, on peut avoir des problèmes d'acouphènes, de sommeil, de cadre de vie, des problèmes cardiovasculaires. Et c'est documenté par les médecins canadiens, par les médecins allemands, en Australie par des fondations sur le son. Et donc, dans le monde entier, il y a des études réalisées sur ce fameux syndrome éolien lié aux infrasons. Et à telle enseigne qu'un tribunal a condamné un exploitant éolien pour trouble anormal du voisinage au titre du syndrome éolien et des infrasons qui étaient émis par les éoliennes. C'est-à-dire que des personnes n'arrivaient plus à vivre à côté d'éoliennes et une juridiction, qui d'ailleurs il n'y a pas eu de pourvoi en cassation, a reconnu ce syndrome éolien et a indemnisé des riverains dont le cadre de vie avait été vraiment perturbé par ces éoliennes. Mais on retrouve... Ça, c'est une décision de justice française. Française, tout à fait. Et inédite d'ailleurs, dans le monde. Et c'est la première fois C'est, je pense, dans ce que je connais moins les juridictions. Pourtant, j'ai une vision assez globale, mais je n'ai pas entendu parler de... Il y a eu aux États-Unis des modifications, des décisions de changement et de déménagement de personnes il y avait un État qui avait conduit à modifier le lieu de vie d'une personne qui a été handicapée par les éoliennes. Mais je n'ai pas connaissance d'une décision de justice autre que celle qui a été décidée au titre du syndrome éolien. Mais peut-être qu'elles existent. Hein, voilà. Vous avez dans l'Aisne énormément de cas documentés de problèmes liés aux infrasons. Parce que, évidemment, dans le Nord, vous avez 25% des éoliennes françaises. Donc là, quand vous allez dans l'Aisne ou dans la Somme, vous avez une concentration d'éoliennes qui conduit à des problèmes de cadre de vie de nos concitoyens. Et pourtant, vous dites que bien qu'il y ait des études internationales sur le sujet, en fait, elles n'ont pas d'écho véritablement dans le milieu médical français, oui. Puisque l'Académie de médecine privilégie une autre thèse qu'on appelle l'effet nocebo. Ah oui, alors ça, c'est vraiment... Alors,
l'Académie de médecine avait adopté un point de vue beaucoup plus intensif et fort il y a quelques années. Mais c'est dans son dernier rapport où elle reprend à son compte la théorie, parce que c'est une théorie, de l'effet nocebo, qui est basée sur une étude australienne qui est l'explication suivante. En fait, l'idée du nocebo, c'est l'inverse du placebo. L'idée, c'est de dire, si vous êtes malade, c'est parce que vous avez des informations négatives qui vous sont transmises sur les réseaux sociaux par des anti-éoliens, ils vous créent un stress, et donc la confrontation avec des éoliennes, avec des informations négatives sur les éoliens, vous fait être malade. Une sorte d'effet psychosomatique finalement. Un effet psychosomatique du fait des informations négatives. Alors c'est tout à fait intéressant, c'est basé sur une étude australienne où ils ont confronté une personne à qui ils donnaient 10 minutes des informations négatives sur l'éolien et pendant 10 minutes, il y avait des personnes qui étaient soumises à des infrasons et d'autres qui n'étaient pas soumises à des infrasons. Et ils en ont déduit que, évidemment, les personnes qui étaient soumises à des infrasons avaient même moins de prévention et avaient moins d'effets. C'est n'importe quoi. C'est totalement n'importe quoi par rapport aux faits documentés, etc. Mais c'est utilisé par les exploitants éoliens pour justifier. Et puis c'est une manière aussi de dire, si vous êtes malade, si vous avez un cancer, c'est parce que vous écoutez trop les anti-éoliens. C'est une façon de... Alors c'est intéressant parce que ce qui arrive pour les humains arrive pour les bêtes. Et dans l'exploitation de la ferme des époux Potiron, à Nozay, il y a eu 300 vaches qui sont mortes. Alors, elles sont mortes depuis que les éoliennes ont été installées et il faut préciser que les époux Potiron étaient favorables aux éoliennes, avaient mis des éoliennes sur leur propre terre. Donc, ils n'avaient pas une vision négative de l'éolien. Pourtant, ils sont malades et 300 vaches sont mortes. Alors, il va falloir que les exploitants éoliens m'expliquent comment les vaches ont pu lire des informations négatives sur les réseaux sociaux, sur les informations négatives qui ont conduit à leur décès. Parce que là, il va falloir qu'on m'explique. Et il y a véritablement un problème. Parce qu'évidemment, les vaches sont sensibles aux ondes électromagnétiques, aux effets des infrasons des éoliennes. Et ce qui est valable pour les humains, comme je le disais, est valable pour les animaux. Et inversement. Et donc, on ne peut pas négliger ce point-là. Et il y a vraiment des troubles de vie, comme je vous le disais, sur cette question médicale, et qui n'est pas pris en compte dans les questions sanitaires, parce que le lobby éolien est tellement puissant qu'il arrive à cornaquer l'ANSES, l'autorité de santé de l'État. Parce que vous allez assez loin dans le livre, vous dites que nous nous orientons vers un scandale sanitaire du vent contaminé qui sera semblable à celui du sang contaminé. Qui sera pire. Ah, mais est-ce que c'est pas un peu exagéré là quand même Non, bah, j'ai fait une liaison avec le sang et le vent. Les gens sont malades, les riverains sont malades. Moi, j'ai des témoignages, j'ai plein de témoignages de personnes. Ce qui arrive dans les exploitations, prenez les exploitations agricoles, il y a plein d'exemples. Là, il y a eu les chèvres. Il y a eu les vaches, il y a eu plein d'exemples de lapins, de poules, de visons, je crois que c'était au Danemark. Donc, les personnes qui... Rappelons qu'en France, la limite d'installation d'éoliennes, c'est 500 mètres des habitations. Et quand c'était 500 mètres qui a été fixé il y a 15 ans, les éoliennes faisaient 100 mètres de haut. Aujourd'hui, elles font minimum 200 mètres de haut. Et il n'y a pas eu de modification de la distance entre le lieu d'implantation et le lieu d'habitation. Donc, c'est peut-être exagéré, mais je crois que malheureusement, au-delà de la question médicale, de toute façon, on va vers un énorme scandale, le scandale du siècle, concernant les enjeux aussi financiers que j'imagine nous verrons un peu plus tard. Donc, je ne pense pas que ce soit exagéré, parce que tout cela... toutes ces questions sanitaires, toutes ces questions liées à la biodiversité est vraiment pris avec une grande légèreté par les pouvoirs publics
qui sont complètement en liaison avec la filière éolienne. Vous évoquez aussi alors, un autre cas sur l'aspect sanitaire qui est assez différent. Vous parlez du cas des mystérieux cancers pédiatriques à Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, où 25 enfants ont déclaré un cancer entre 2015 et 2021 sur un périmètre d'une quinzaine de kilomètres autour de cette commune de Sainte-Pazanne. Et vous dites, bon, il faut être prudent, mais l'hypothèse de l'implication dans les problèmes de santé, du raccordement dans les sous-sols des lignes électriques à haute tension des éoliennes mérite d'être étudiée sérieusement. Oui, c'est un dossier tout à fait intéressant et triste, le dossier des pédiatriques de Sainte-Pazanne. Il s'avère que, par hasard, je suis tombé sur un article sur Sainte-Pazanne, sur ces cancers pédiatriques. Et il s'avère que Sainte-Pazanne, c'est un village que l'on traverse pour aller à Noirmoutier. Et pour moi, Sainte-Pazanne, c'est le village des éoliennes. Donc j'ai vérifié qu'à Sainte-Pazanne, il y avait bien, effectivement, à Sainte-Pazanne, c'est un village entouré d'éoliennes, et dans lesquels il y a des câbles de raccordement qui passent même dans le village. Et donc, il y a eu une vraie volonté d'occulter potentiellement la liaison, parce que dans les hypothèses, il y a cette hypothèse-là, il y a d'autres hypothèses. Et c'est très intéressant de voir que progressivement, les associations de parents de Sainte-Pazanne ont fini par commencer à imaginer que ça pouvait être les éoliennes. Donc je suis prudent sur les cancers de Sainte-Pazanne, mais quand je lis maintenant la presse et je lis les actions des parents de victimes de Sainte-Pazanne, eh bien, ils commencent à évoquer très sérieusement la problématique liée aux éoliennes. De toute façon, il y a des cancers pédiatriques un peu partout en France, c'est un autre sujet, mais évidemment, il y a des cancers qui sont liés, puisque si vous avez des modifications moléculaires, notamment liées aux infrasons, ça peut conduire à des effets terribles sur la santé humaine. Je crois que vous rappelez d'ailleurs dans le livre que l'Agence nationale de sécurité sanitaire avait émis une alerte sur le lien qui pourrait exister entre les lignes à haute tension et les cancers pédiatriques. Tout à fait, ça s'est fait plus récemment, effectivement. Tout à fait. Mais ce n'est pas proprement les éoliennes, c'est les lignes à haute tension. Et ça, ce qui est clair, c'est que la proximité de lignes à haute tension d'enfants est un crime sanitaire. Enfin, je veux dire, ça n'a absolument aucun sens de mettre des lignes à haute tension sous des écoles. Et je crois que d'ailleurs, à Sainte-Pazanne, il y avait une ligne à haute tension qui était installée sous une école. Alors, on a parlé de la mortalité aussi, enfin de l'incidence des éoliennes sur les animaux, notamment les vaches, on parlait des agriculteurs à Nozay. Vous parlez aussi de l'impact sur les oiseaux. Oui, alors vous avez deux impacts. Vous avez les chauves-souris, qui sont les chiroptères, ce ne sont pas des oiseaux, mais dont on ne trouve pas de cadavres parce qu'ils sont déchiquetés, broyés. C'est-à-dire que quand par les pales, enfin, elles n'existent plus, elles sont pulvérisées. Et vous avez surtout pour les oiseaux qui sont les rapaces, hein, qui eux sont attirés par les courants d'air. Et quelqu'un m'expliquait qu'un bout de pale, c'était 300 km/h. C'était un peu comme s'il y avait une voiture toutes les 1 seconde à passer dans une autoroute, pour faire la comparaison. Vous êtes sur une autoroute et vous avez 1 seconde pour traverser la route entre deux voitures. C'est pour expliquer ce qui se passe pour un rapace quand il traverse une éolienne. C'est impressionnant, hein, parce qu'on n'a pas ce sentiment quand on voit les pales, etc. Mais les pales vont en bout de pale à 300 km/h, c'est très impressionnant. Donc les rapaces, qui sont souvent des oiseaux protégés, sont coupés en deux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous avez eu une condamnation aux États-Unis d'un exploitant éolien condamné pour $1 million pour ne pas avoir respecté une charte internationale sur le respect des oiseaux protégés, en particulier des rapaces. Il y a le Milan Royal qui est un oiseau protégé. Et vous avez eu tout récemment une condamnation d'EDF Énergie Renouvelable et de son président qui a été depuis remercié et président qui n'avait pas voulu mettre en place des opérations d'effarouchement des espèces protégées et qui a été condamné, c'est M. Ben Sasson, qui a été condamné
à 1 an de prison ou 6 mois de prison et 100 000 € d'amende à titre personnel, plus la condamnation de l'entreprise. Et un autre groupe d'éoliens qui a été condamné pour avoir participé à la mort d'un oiseau protégé, rapace toujours. Donc vous avez eu en France récemment 2 condamnations importantes dans le sud de la France sur l'atteinte aux oiseaux et en particulier aux rapaces. Mais dans le monde marin, il y a eu une étude réalisée et un avis réalisé par le Conseil national de la protection de la nature, le CNPN. Le CNPN, c'est le gardien du temple de la biodiversité au ministère de l'écologie. C'est une structure avec laquelle j'ai eu la relation d'échanger. C'est vraiment des personnes qui sont attentives à la vie des animaux. Et à la différence de la Ligue de protection des oiseaux qui est en partenariat avec les exploitants éoliens, le CNPN est une autorité officielle. Et à plusieurs reprises, le Conseil national de la protection de la nature a émis des alertes ou des avis négatifs sur les effets cumulés, expliquant qu'il y a de nombreuses espèces marines qui ont des risques importants de disparition avec l'installation d'éoliennes au large des côtes françaises. Il y a déjà eu un rapport pour l'île de Man où, avant et après l'installation d'éoliennes, il y a eu une disparition entre l'avant et l'après, entre 50 et 75% des espèces d'oiseaux marins. Donc c'est absolument terrifiant et en particulier c'est terrifiant pour les couloirs de migration parce qu'effectivement les éoliennes qui sont installées là où il y a du vent eh bien, sont aussi situées dans les couloirs de migration des oiseaux migrateurs. Donc ce hachoir à oiseaux, hein, ce n'est pas simplement une éolienne mais c'est un déchiqueteur d'oiseaux et la Ligue de protection des oiseaux que j'ai beaucoup dénoncé, il faut l'avouer, est en train de modifier son fusil d'épaule en agissant désormais. C'est-à-dire qu'avant, elle était partenaire d'exploitants éoliens et désormais, elle commence à agir en justice contre les exploitants éoliens pour demander leur condamnation lorsqu'il y a atteinte aux espèces protégées. Et donc, je me félicite de cette volte-face récente de la Ligue de protection des oiseaux qui semble ne plus être inféodée financièrement par les lobbies éoliens du syndicat des énergies renouvelables ou de France Renouvelable. Et alors, dans le livre, vous évoquez aussi 2 grands paradoxes liés aux éoliennes. Le premier qui concerne le fait que les éoliennes contribuent à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, alors que l'objectif de leur déploiement est au contraire de les réduire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les éoliennes participent à la hausse des émissions de gaz à effet de serre ? Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, qui ont été publiées dans Science, qui expliquent, il y a eu 2 études, qu'en réalité, au pied des éoliennes, il y avait une augmentation par le mouvement des pales, il y avait une augmentation de la température. Et que globalement, si on prenait l'étude globale de l'intégralité des éoliennes, eh bien, à la marge, il y avait une augmentation des températures liée à l'activité des éoliennes. C'est une sorte d'incroyable paradoxe. Ah oui, ça c'est cette étude américaine dont vous parlez où en fait on montre que les éoliennes contribuent à changer le climat local. Exactement, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas que ça, parce que en réalité, il faut bien avoir à l'esprit que non seulement les éoliennes par elles-mêmes changent le climat local et donc dans une globalité d'investissement dans l'éolienne peuvent avoir un impact mondial, mais en plus, le fait qu'elles soient intermittentes contraignent d'utiliser des backups, ce qu'on appelle des backups, c'est-à-dire des centrales au gaz. Parce que quand vous avez une éolienne qui fonctionne, s'il y a une rupture de vent ou de soleil, eh bien il faut tout de suite qu'une centrale électrique puisse agir pour remplacer l'électricité qui n'est pas dans le courant. Et la seule unité de production qui peut le faire très rapidement, c'est soit la centrale à gaz, au charbon ou au pétrole, parce que le nucléaire n'est pas modulable à ce niveau-là de rapidité. Le gaz est le plus... Et donc, on le voit d'ailleurs concrètement sur le site Electricity Map. La France, qui a investi dans le nucléaire et l'hydroélectricité, donc les barrages, est quasiment à 99% décarbonée. Et l'Allemagne, qui a 55% de sa puissance installée en panneaux solaires et en éoliennes, mais en complément avec des centrales au gaz ou au charbon, émet en moyenne
entre 250 et 300 grammes de CO2 par kilowattheure produit, ce qui est 10 fois plus que la France. Donc on a un exemple concret de ce qu'un mix éolienne couplé au gaz est 10 fois plus polluant, 20 fois plus polluant que le mix nucléaire hydroélectricité. Donc c'est très intéressant d'utiliser ce site internet parce que l'Energiewind 2 allemand est un échec retentissant, non seulement économiquement, mais aussi écologiquement. Les éoliennes ne servent pas à sauver la planète et l'exemple allemand en est un exemple frappant. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous dites que les éoliennes contribuent à augmenter les émissions de CO2, c'est lié au fait qu'il y a nécessairement des backups derrière, donc des centrales thermiques au gaz ou au charbon pour prendre le relais quand les énergies renouvelables. Exactement. Voilà. Alors là, c'est encore plus important parce qu'on dit, des experts disent qu'il faut à peu près pour une unité de production au gaz, une unité de production éolienne, il faut une unité équivalente en gaz ou en pétrole. Parce que en fait, du coup, si vous augmentez votre puissance, votre capacité éolienne, vous êtes obligé d'augmenter votre capacité en gaz. Voilà, si vous ne le faites pas, ce sera des coupures finalement pendant les c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui passait dans l'autre sens en Espagne. C'est-à-dire que si vous multipliez votre capacité de production en éolienne et en panneaux solaires et en votre intermittence, vous pouvez du jour au lendemain avoir une baisse de production massive si le vent s'arrête, s'il n'y a plus de soleil. Et donc, il faut avoir des unités, et d'ailleurs c'est ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne actuellement a fermé son nucléaire et elle dit qu'elle va augmenter ses capacités au gaz et au charbon. Quel paradoxe! Ils nous disent qu'on va sauver la planète en ayant multiplié les éoliennes et en réalité c'est des augmentations de centrales au charbon ou au gaz. D'ailleurs, nous avons installé des éoliennes en France, 9000, entre 9 et 10 000. Eh bien, il a fallu qu'on installe une centrale à gaz à Landivisiau, en Bretagne. Parce que ça, on en parle assez peu. On nous parle beaucoup des installations d'éoliennes, mais plus rarement de la centrale au gaz qui lui fait face. Ah bah ça, évidemment, les exploitants éoliens. Et en réalité, quand vous étudiez le lobbying des exploitants éoliens, il est intimement lié aux exploitants de gaz. Qui est le principal exploitant en France? Engie. Madame MacGregor, qui vend ses éoliennes et son gaz. Qui parle de la complémentarité gaz-éolienne? C'est Pouyanné, le patron de Total. Et donc, quels étaient les plus grands investisseurs mondiaux dans les éoliennes? C'étaient les pétroliers et les gaziers. Quel paradoxe incroyable! C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Engie est partenaire de France Nature Environnement, qui est une association de défense des éoliennes et de la nature. Donc, vous voyez, il y a tout cet environnement. Et il y a énormément, le lobby du gaz est très très lié au lobby des éoliennes. D'accord, qui ont intérêt effectivement finalement à ce que le nucléaire ne prenne pas trop de place. Exactement. Et initialement, ce lobby du gaz était le lobby russe, avec Gazprom. Et d'ailleurs, Gazprom avait fait en Allemagne une fondation commune avec WWF. Pour que WWF n'agisse pas contre la construction du gazoduc Nord Stream 1. Mais WWF, évidemment, faisait la promotion de l'éolien et ne voyait pas d'un mauvais œil parce que ça permettait aux Russes de vendre leur gaz en complément des éoliennes allemandes. Et c'est pour ça que l'Allemagne avait fait un pacte germano-russe sur le gaz, puisqu'il comptait bien devenir l'Allemagne, hub de distribution du gaz russe, couplé aux éoliennes allemandes. Et c'était ça que voulait faire l'Allemagne. Donc, éolienne égale gaz. Il faut bien comprendre ce point-là. Et comme le gaz émet autour de 250, le charbon, c'est 1000 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Le gaz, c'est entre 250 et 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, en fonction de si c'est du gaz naturel liquéfié ou du gaz gazoduc. Il est plus ou moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc évidemment, si vous couplez une centrale éolienne avec du gaz, forcément, votre bilan carbone, il est beaucoup plus élevé qu'un mix électrique basé sur le nucléaire et les barrages. C'est ce qui explique pourquoi la France est à 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit et l'Allemagne est à 200 grammes. Et l'Allemagne ne baissera jamais puisqu'il faut qu'elle couple ses centrales au charbon avec les éoliennes. Donc
voilà, c'est un exemple frappant de l'inutilité de ces éoliennes. D'ailleurs, les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie sont très clairs. Depuis le protocole de Kyoto en 1997, le monde entier, le mix énergétique mondial, a toujours 80% d'énergie fossile, alors qu'on a multiplié les éoliennes. Depuis 1997, on a augmenté de 60% la consommation d'énergie fossile. Et toutes les énergies intermittentes n'ont contribué qu'à 8% de cette augmentation. 8% des 62%. Donc, on peut avoir multiplié les éoliennes, les panneaux solaires dans le monde entier. Depuis 1997, elles n'ont permis que d'atténuer de 8% l'augmentation de 62% de consommation des énergies fossiles. Ce sont les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Les éoliennes ne servent à rien dans un souci climatique. Vous voyez, c'est assez terrible. Et alors, pourquoi est-ce qu'on doit nécessairement recourir à des centrales électriques qui fonctionnent avec des énergies fossiles pour prendre le relais des énergies intermittentes plutôt qu'à nos centrales nucléaires Tout simplement parce que, la centrale nucléaire n'est modulable qu'à la baisse. On ne peut pas augmenter à la demande. Si vous voulez, on peut l'augmenter à une demi-heure, à 3/4 d'heure, mais il faut regarder ce qui s'est passé en Espagne. Là, vous parlez du blackout qui a eu lieu en avril. Enfin, voilà, mais il faut reprendre ce blackout espagnol. La consommation et la production d'électricité doivent être égales. Égales. Absolument égales tout le temps. Pourquoi? Parce qu'autrement, c'est blackout. S'il y a une distorsion à la baisse ou à la hausse de l'un ou l'autre, donc il y a la fréquence, ce qu'on appelle la fréquence de 50 Hz, on doit être à 50 Hz de fréquence, avec une égalité parfaite entre la... S'il y a une distorsion dans l'un sens ou dans l'autre, paf! Alors, c'est exactement ce qui se passe à la maison, hein. Si vous consommez, vous mettez le four, etc., il fait très très froid dehors, vous mettez des radiateurs, vous consommez énormément et vous n'avez pas assez d'accès à l'électricité, vous avez le disjoncteur qui... Voilà. À l'échelle d'un pays, c'est un blackout. Soit vous avez trop d'électricité et pas assez de consommation, blackout, Espagne. Soit vous avez trop de consommation et pas assez d'électricité, blackout, Texas, par exemple. Au Texas, il y a eu un blackout au Texas ou en Australie. Il y a eu des blackouts ces dernières années en liaison avec les énergies intermittentes. Le blackout texan, c'était les éoliennes ne marchaient pas, il y avait un grand froid, les centrales à gaz ne pouvaient plus répondre suffisamment à la demande, paf, blackout. Alors blackout dans un grand froid, c'est pas blackout dans un grand chaud, hein, c'est encore plus grave. Et donc, la centrale nucléaire ne permet pas. Elle permet éventuellement, si vous anticipez par exemple vos panneaux solaires, de baisser la production. C'est ce qu'ils appellent l'effacement ou le suivi de charge. On appelle ça le suivi de charge, mais c'est dangereux pour les centrales nucléaires. Pour reprendre plus simplement, quand vous avez froid chez vous et que vous avez une centrale à gaz, vous appuyez sur le bouton, vous mettez un petit peu plus chaud, la centrale à gaz, tout de suite, immédiatement, se réajuste par rapport à la température. Il n'y a pas de temps de latence. Vous ne pouvez pas avoir de temps de latence entre Donc, si vous avez trop de production et pas assez de consommation, ou inversement, vous devez baisser la production pour ajuster la consommation. Si vous avez une consommation qui est importante et vous n'avez pas assez de production, il faut que immédiatement, vous augmentiez. Et ça, il n'y a que les centrales fossiles qui permettent d'ajuster la consommation avec la production. Oui, en fait, les centrales nucléaires, elles ne peuvent pas jouer finalement ce rôle de régulateur. C'est ça. Elles sont arrêtées et mises en route, elles ne peuvent pas être arrêtées et mises en route à la demande sur des créneaux de quelques heures seulement. Voilà, exactement. Comme les centrales à gaz qui sont immédiates, qui permettent de le faire immédiatement. Parce que d'ailleurs, on a eu justement une tribune assez récente de l'ancien secrétaire général d'EDF, Étienne Berthier, dans le Figaro,
début juillet qui expliquait que la priorité qui est donnée aux énergies renouvelables sur le réseau électrique a gravement fragilisé nos centrales nucléaires. Oui. Et notamment puisque en fait, cette électricité éolienne et solaire, donc elle est prioritaire sur le réseau, ce qui entraîne un fonctionnement justement par à-coup des centrales nucléaires. C'est ça. Ce qui peut finalement accélérer le vieillissement et l'usure des composantes. Et donc c'est corrosion sous maintenance contrainte. anticipée. Voilà, exactement. Alors, c'est un point que nous avons dénoncé avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique, dont Henri Proglio, André Merlin, Louis Gallois, Bernard Accoyer, Hervé Macheneau, Xavier Moreno, voilà, et d'autres personnes, dirigeants de la filière énergétique, dans une lettre que nous avons publiée dans Le Point qui s'appelait « Nous dénonçons », qui est un j'accuse énergétique, où nous évoquions cette problématique très forte de l'effacement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans le système énergétique et dans le marché européen de l'électricité, il y a une priorité d'introduction dans le réseau de l'énergie éolienne et solaire. Mais cette priorité, elle est aussi européenne. C'est-à-dire que si vous avez un surcroît d'électricité d'Allemagne, de panneaux solaires, on est obligé de baisser la production des centrales nucléaires qui n'est pas prioritaire. Donc nous, on réclamait la priorité de réseau du nucléaire, en arguant… À l'échelle de l'Europe. À l'échelle de l'Europe, en arguant que le nucléaire était décarboné. Il n'y avait pas de raison de faire une discrimination. La priorité de réseau est un enjeu essentiel parce que, en réalité, si vous mettez le nucléaire en priorité de réseau, il est probable, il est même certain, que jamais on appellera les centrales éoliennes et les panneaux solaires. Est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, notre parc nucléaire est suffisant pour répondre à la consommation électrique totale des Français? Voilà, sauf dans les pics de consommation. En hiver Alors voilà, permettez-moi, là c'est très important ce que vous venez de dire, parce que c'est ce que ne comprennent pas globalement nos concitoyens. Il y a une différence entre un stockage de gaz, de pétrole et de charbon et une unité de production électrique. Unité de production électrique, on ne peut pas additionner des éoliennes, des panneaux solaires et du nucléaire comme on additionne du gaz, du pétrole et du charbon. Le gaz, le pétrole et le charbon, on fait des réserves. On fait des réserves d'1 an pour le pétrole ou le charbon et on a à peu près 25% d'années pour le gaz. Ça, ce sont des réserves. Mais l'unité de production, c'est la capacité de produire de l'électricité. Globalement, on va dire que dans l'année, la base, elle est donnée par le nucléaire. On a suffisamment de réacteurs nucléaires pour répondre à notre besoin en électricité. C'est pour ça que globalement, on n'a pas besoin d'éoliennes et de panneaux solaires. Et c'est pour ça que les exploitants éoliens ont obtenu la priorité de réseau, parce que avec la priorité de réseau, ça leur permet de vendre leur électricité éolienne et solaire avant celle du nucléaire. Le problème, c'est que quand il y a trop de soleil et quand il y a trop de vent, ça fait trop d'électricité et du coup, ça fait des prix négatifs dans le marché de l'électricité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, EDF vend son électricité nucléaire à perte. À perte. Enfin, elle doit payer pour la Donc base finalement, armée. L'intégration de l'électricité éolienne ou solaire, elle vient perturber aussi le réseau. Exactement. Et pour éviter de le perturber, on a baissé la production nucléaire, ce qu'on appelle l'effacement ou le suivi de charge. En fait, elle fausse le prix du marché. On en reparlera après de cette question du prix parce que c'est important. Mais… C'est très important. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, actuellement, les patrons d'EDF sont en train de réclamer la priorité de réseau du nucléaire. C'est-à-dire, on va intégrer en priorité le nucléaire. Il y a eu un rapport du spécialiste de la sûreté d'EDF, Jean Casabianca, qui est un amiral à la retraite, amiral nucléaire à la retraite, ingénieur de naval, et qui est devenu spécialiste de la sûreté. En février, il avait rendu un rapport sur les dangers sur les machines, parce que derrière, faire du suivi de charge sur les machines nucléaires perturbe et abîme ces machines. Donc non seulement on met en priorité de réseau, mais on trouble l'économie du système, mais en plus on abîme les centrales nucléaires. Et alors là, les exploitants éoliens ont obtenu de la CRE d'être indemnisés de la non-production des exploitants éoliens et des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on… Oui, c'est incroyable, effroyable. C'est-à-dire que le nucléaire va être prioritaire dans le réseau pour éviter les prix négatifs. Et si on ne met pas dans le réseau électrique les éoliennes et les panneaux solaires,
Eh bien là, les exploitants éoliens seraient indemnisés de leur manque à gagner de la non-production. Ce qui, je me répète, n'existait pas pour les centrales nucléaires. Quand on a effacé les années précédentes l'activité des centrales nucléaires, jamais EDF n'a été indemnisé de l'effacement de ces centrales nucléaires. Donc c'est quand même effroyable comme système. Donc, si vous voulez, on en est là actuellement. Donc, priorité au nucléaire et effectivement, les éoliennes perturbent le marché européen de l'électricité. Et d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus à propos de l'effacement. En 2024, les éoliennes et les panneaux solaires ont produit 65 TWh d'électricité et on a dû effacer 30 TWh de nucléaire. Ça veut dire qu'en réalité, la moitié de la production d'origine intermittente était déjà existante du fait de nos centrales nucléaires. On a remplacé une électricité amortie, qui ne coûtait rien, par une électricité subventionnée auprès des exploitants éoliens. Voilà l'effet de la priorité de réseau. C'est quand même absolument scandaleux. Justement, je voulais aussi revenir sur cette question des tarifs avec vous, parce que, en fait, vous l'avez dit, les producteurs d'électricité d'origine éolienne bénéficient d'un tarif préférentiel de rachat de leur électricité. Donc c'est un prix qui est fixé par l'État, garanti pendant 15 ans je crois, et qui est beaucoup plus avantageux que ce qu'on appelle le prix spot de l'électricité dont vous parliez, qui correspond lui au tarif auquel les producteurs d'électricité vendent leur production sur le marché de l'électricité, qu'elle soit d'origine nucléaire, hydroélectrique ou issue de centrales thermiques à gaz ou au charbon. Alors, est-ce que vous savez à combien s'élève le tarif préférentiel garanti par l'État aux exploitants éoliens en France ? Alors, c'est très simple. Je vous ai emmené un tableau absolument essentiel. C'est ce tableau-là. Voilà. Ce tableau, c'est le tableau de la Commission de régulation de l'énergie, qui est le tableau qui s'appelle quantité d'électricité et coût d'achat prévisionnel, quantité d'électricité et coût d'achat prévisionnel en métropole sous obligation d'achat et coût d'achat prévu par EDF au titre de 2025. Au titre de l'année 2025. Alors c'est très simple, en 2024, le prix spot a été de 58 € le mégawattheure. Donc ça c'est le prix moyen du marché sur le marché de l'électricité. Voilà. Dans le tableau, l'éolien terrestre. Donc c'est le prix moyen du rachat de l'électricité. Éolien terrestre, le coût d'achat unitaire au mégawattheure, 102 €. Contre 57 pour l'électricité, 58 pour le prix de marché. Exactement. Éolien en mer, prix moyen, 196 €. Le mégawattheure. Quasiment sur du x4. Voilà. Et panneaux solaires, 226 €. Ah oui, donc ce sont les panneaux solaires qui bénéficient du tarif préférentiel le plus élevé. Voilà. Alors ça, ce ne sont pas les coûts unitaires qu'on nous annonce. Parce que les exploitants éoliens vont nous dire 81 €. Oui, mais sauf qu'il y a des index d'indexation en fonction de l'inflation, en fonction, si par exemple vous avez un parc éolien citoyen, où vous intégrez un tout petit peu de citoyens dedans, vous avez un complément de rémunération. Et donc ce qui est important, ce n'est pas le prix de chaque projet éolien, le prix moyen qui est important. Et c'est là qu'on voit que les exploitants éoliens mentent. 113 € le prix moyen, 102 € pour les éoliennes terrestres, presque 200 € pour les éoliennes en mer et 230 € pour les panneaux solaires. Et l'exploitant éolien gagne la différence entre le prix spot et la subvention donnée. 58 moins 100 €, 58 moins 200 €, 226 € moins 58, 200 € moins 58, 102 € moins 58. Cette différence est répercutée sur la facture des consommateurs au travers d'une taxe qui s'appelle l'accise. Avant, cette taxe s'appelait la TIFCE et avant, elle s'appelait la CSPE. Elle change de nom tous les ans pour qu'on s'y perde. Donc maintenant, elle s'appelle la taxe assise. Voilà.
Donc, c'est scandaleux. C'est-à-dire que les contribuables, en fait, à chaque facture d'électricité, en fait, ils contribuent, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, au financement. Ah ben, il y a un petit racket à petite échelle. Au début, $1. Au début, c'était $1. Et puis, progressivement, c'est devenu catastrophique avec un doublement des factures et un enjeu qui va jusqu'à un doublement des factures si la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle a été adoptée au Sénat aujourd'hui si elle perdure dans ces conditions, on va avoir un quadruplement de la facture en 20 ans. Oui, c'est ça, puisque là, je crois que c'était Bernard Accoyer et Xavier Moreno qui ont expliqué qu'on avait doublé les factures d'électricité. Depuis 10-15 ans à peu près. Voilà, exactement. Et donc, à date d'aujourd'hui, on aurait à 10 ans, à échéance 10 ans, un nouveau doublement des factures. Donc, ce qui ferait effectivement un quadruplement sur 20 ans. Exactement. D'accord. Pour payer ces subventions, parce qu'il faut savoir que les exploitants éoliens ont un prix garanti. Alors ça, c'est génial. Imaginez, vous avez une usine de chaussures et la chaussure coûte 58 €. Et dans le marché de chaussures, il y a le prix. Et vous allez avoir un prix garanti à 200 € pendant 20 ans. Quelle banque ne peut pas prêter? Vous avez quasiment un retour sur investissement pour l'éolien en mer en 5 ans. Vous ne prenez aucun risque en réalité? Aucun risque. Et donc comme ça, vous avez des gens qui avaient un capital de 10 000 € qui ont fait des fortunes incroyables. Et d'ailleurs, ça a été signifié par Julien Ambert dans sa commission d'enquête parlementaire sur les énergies renouvelables. Il a appelé des exploitants éoliens à leur expliquer comment, avec un capital de 10 000 €, ils avaient des fortunes de plusieurs millions d'euros, qui est tout simplement fait par l'argent des Français. C'est tout simplement un racket à l'échelle globale, puisqu'on est tous consommateurs d'électricité. Oui, ce sont les Français qui financent en fait finalement les profits des exploitants éoliens. Exactement. C'est des profits garantis. Les banques évidemment prêtent sans problème, puisque en 20 ans, je veux dire... donc c'est absolument catastrophique. Et qui est-ce qui négocie? C'est quoi? C'est le ministère de l'écologie qui négocie ce tarif préférentiel pendant... Alors, l'éolien terrestre, c'était ce qu'on appelle l'arrêt Cochet, qui avait fixé à 81 €. Ce tarif, Yves Cochet, qui était ministre de l'Environnement sous la gauche plurielle au début des années 2000. Donc cet arrêt a été maintenu pour un certain nombre de parcs qui sont sans appel d'offres. Et autrement, quand vous avez un montant supérieur de parcs éoliens, quand vous avez un montant d'un certain montant, vous avez des appels d'offres qui sont traités par la Commission de régulation de l'énergie. C'est donc la Commission de régulation de l'énergie qui fixe les appels d'offres des éoliennes terrestres et des éoliennes en mer. Parce que là, vous donnez aussi un exemple qui est assez frappant dans le livre pour illustrer cette histoire du tarif préférentiel. C'est celui des projets de parcs éoliens en mer des Îles-Dieu et de Noirmoutier, et puis de Dieppe-le-Tréport, qui eux aussi ont bénéficié d'un tarif préférentiel très très élevé. Oui, on était initialement, c'est ce qu'on avait découvert, à 220 € le mégawattheure. J'ai contraint le gouvernement à l'époque, je vous parle de ça en 2017, à modifier, à renégocier ces tarifs de rachat. On était donc tombé à 150 € le mégawattheure hors raccordement, parce qu'initialement, ça intégrait le raccordement. Et donc, le raccordement, il coûte à peu près 30 € le mégawattheure. Donc, on est passé de 220 € à 180 € le mégawattheure. Mais on a découvert depuis qu'il y avait des clauses d'indexation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les exploitants éoliens, et ça se retrouve dans le chiffre, on est autour de 200 € le mégawattheure hors raccordement. Là, aujourd'hui, alors qu'on est sur un prix spot en moyenne là, qui est autour de 70 € cette année, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, avec les prix négatifs, le prix spot, il va forcément descendre. Donc, on va voir quel va être le prix spot moyen. Je ne l'ai pas actuellement, il faudrait qu'on l'ait sur toute l'année pour avoir une meilleure visibilité. Prenons 58 €. Parce que ça, c'est le chiffre sûr sur l'année 2024. Il y a eu quand même énormément de prix négatifs en 2025. Hein. Donc, ça va forcément impacter sur le prix spot moyen. Ça va faire baisser le prix spot. Exactement. Et donc, ça fait augmenter les subventions. Et donc, ça fait augmenter la facture. Et puis les profits des exploitants éoliens. Exactement. Non, mais vous expliquez là on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que plus le prix spot est bas,
Plus c'est favorable aux exploitants éoliens. Plus c'est favorable aux exploitants éoliens, et plus ça se répercute sur la facture des Français, puisque c'est la facture qui finance ces subventions. Oui, c'est ça. Et puis que les exploitants éoliens gagnent la différence entre le prix spot, enfin le montant qu'ils ont négocié, moins le prix spot. C'est ça. Donc plus le prix spot est bas, plus effectivement eux vont gagner d'argent. Et ça explique pourquoi quand il y a un prix négatif, alors il semblerait qu'il y ait des contrats qui disent que quand il y a un prix négatif, ça supprime toute rémunération de l'exploitant éolien. C'est d'une complexité affolante, ce qui expliquerait pourquoi EDF aurait intérêt à des prix négatifs pour empêcher la rémunération des exploitants éoliens. C'est pour ça qu'EDF est revenu à l'idée qu'il y aurait une priorité de réseau du nucléaire, ce qui simplifie les choses. Est-ce que là, pour l'instant, c'est EDF qui rachète finalement l'électricité des exploitants C'est ça. Et vous dites, je crois, dans le livre que parfois EDF n'a pas assez d'argent pour racheter justement l'électricité aux exploitants éoliens et que l'État est obligé de mettre la main. Alors ça a été plus, c'est plus dans les, c'était dans les anciens contrats, effectivement. Il y a une année où l'État a dû donner 5 à 10 milliards d'euros à EDF pour compenser ces fameuses subventions aux éoliennes parce que la CSPE n'était pas suffisante. Mais ils ont augmenté la CSPE, enfin l'assise maintenant. Voilà. Et alors vous dites aussi que si on additionne les engagements pris en France dans l'éolien sur terre et en mer pour les 20 prochaines années, le coût pour la France sera d'environ 150 milliards d'euros, un coût qui n'inclut pas les frais d'adaptation du réseau électrique à la distribution d'électricité en provenance de l'éolien ou du photovoltaïque et qui, eux, représentent environ 200 milliards d'euros. Donc on serait sur 150 milliards plus 200 milliards, 350 milliards d'euros. Oui, quand on arrive à ces chiffres-là, c'est absolument sidérant. On va dire que selon les calculs de différents ingénieurs, on est dans un calcul entre 250 milliards et 350 milliards. Voilà, limite haute 350 milliards, limite basse 250 milliards. C'est pour ça qu'on arrondit globalement à 300 milliards, ce qui explique pourquoi le chiffre de 300 milliards revient régulièrement. Mais il est indiscutable, ce chiffre de 300 milliards. Alors comment ça, il est indiscutable? Il est l'extrapolation du document que je viens de vous montrer, où là, c'est à peu près 6 milliards 9 milliards en intégrant le biogaz et les énergies intermittentes comme le barrage hydroélectrique. On l'extrapole avec la multiplication par 50 du nombre d'éoliennes en mer, par 2 du nombre d'éoliennes terrestres et par 4 du nombre de panneaux solaires. Qui sont les objectifs normalement de la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle est rédigée aujourd'hui. Si vous extrapolez, on arrive bon an mal an à 15 milliards d'euros à peu près. Donc sur 10 ans, 15 que multiplie 10, ça fait 150 milliards. Les coûts ont été annoncés de raccordement par Enedis et RTE dans les Échos. Alors j'adore, parce que maintenant ils nous disent, il y a 2-3 ans, dans les Échos, RTE nous annonçait fièrement qu'il fallait 100 milliards d'euros pour l'adaptation des réseaux des énergies renouvelables. Et maintenant ils nous disent, ah ben non, c'est pas 100 milliards. Alors, en fait, on a dit ça parce que c'était pour inciter Macron. Attendez, vous avez dit dans les Échos que c'était 100 milliards pour l'adaptation des énergies intermittentes. Et maintenant, vous nous dites le contraire. Vous voyez, ils changent de source. Donc, globalement, Enedis, c'est le distributeur chez le particulier, donc c'est le compteur d'électricité, a mentionné à peu près 100 milliards de coûts d'investissement d'adaptation des réseaux, et RTE ont annoncé 100 milliards d'euros d'adaptation des lignes à haute tension. Donc ça, pour les énergies. C'est pour qu'on puisse intégrer l'électricité voilà. éolienne. Globalement, on va dire que ces 200 milliards, on aura de toute façon des frais d'adaptation des réseaux, de renouvellement des réseaux, de vieillissement des réseaux. Globalement, on estime, avec les spécialistes, aux alentours de 70% à 75%, la part représentant les énergies intermittentes. Donc sur les 200 milliards annoncés dans la presse économique par RTE et Enedis, je le dis, ce sont vos chiffres RTE et Enedis. Ce n'est pas des chiffres qu'on a inventés. Ce sont les chiffres que vous avez publiés dans la presse économique. Eh bien, on extrapole, vous voyez, on ne dit pas les 200 milliards, on dit 70 à 75%, ce qui fait 150 milliards. 150 milliards de subventions, 150 milliards d'adaptation de réseau.
on arrive toujours au chiffre de 300 milliards. Et pour vous, ces 300 milliards, ils seraient mieux investis ailleurs? Eh bien, en fait, déjà, ces 300 milliards, en faisant un moratoire sur l'éolien et les panneaux solaires, tout de suite, ils disparaissent. Puisque on va d'une part arrêter de subventionner les nouveaux contrats et ensuite, on va arrêter d'avoir à adapter les réseaux. Parce que plus on met d'énergie intermittente dans le réseau, plus ça coûte cher en réseau. Oui, parce qu'il faut l'adapter. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les exploitants éoliens nous ont volé de l'argent. Donc, il n'y a aucune raison que les contrats anciens ne soient pas considérés encore comme du vol. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les exploitants éoliens, non seulement pour les anciens contrats, doivent arrêter de toucher des subventions. Donc, moi, je vais beaucoup plus loin que Julien Aubert, François-Xavier Bellamy ou Bruno Retailleau dans leur tribune. Je pense qu'il faut arrêter les subventions de tous les projets éoliens futurs, anciens et en cours. Et voilà, c'est tout. Est-ce que d'ailleurs les exploitants éoliens pourraient être rentables sans bénéficier d'un tarif préférentiel, s'ils devaient se contenter du prix spot? Est-ce qu'ils pourraient survivre par eux-mêmes? Il faudrait qu'il y ait la priorité de réseau. En tout état de cause, si on supprime la priorité de réseau des éoliennes et des panneaux solaires, les exploitants éoliens, avec ou sans prix garanti, ne peuvent plus survivre. Puisque la production électrique nucléaire est suffisante pour notre pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui est d'ailleurs très grave, c'est qu'on a exporté de l'électricité pour 5 milliards d'euros, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces 80 TWh, on a à peu près 60 TWh qui ont été subventionnés à hauteur de 6 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on a certes exporté pour 5 milliards d'euros, mais on a exporté de l'électricité qu'on a subventionnée, qui nous a coûté 6 milliards d'euros. Donc ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. Exactement. Donc, si demain on dit on arrête toute énergie intermittente, on arrête la priorité de réseau, déjà, sans démantèlement, on va résoudre un gros problème. Et après, progressivement, déjà on arrête tout projet ancien, tout projet en cours, tout projet futur, ça c'est le moratoire. Et puis après, eh bien, progressivement, ceux qui sont déjà installés, eh bien, ils feront faillite et progressivement, on démantèlera les éoliennes avec le fonds d'indemnisation. Donc moi, je suis pour créer un fonds d'indemnisation en ponctionnant un impôt sur les exploitants éoliens qui devront rendre l'argent volé aux Français. Je suis pour un fonds d'indemnisation financé sur les sociétés exploitants éoliens. Non mais c'est l'argent des Français qui est volé. C'est l'argent des Français qui est racketté. Je suis désolé, il faut dire les mots. Il n'y a pas de sauver la planète, pas sauver la planète. Les éoliennes ne servent pas à la décarbonation. En France, le pays est à 99% décarboné. Donc si c'est pour décarboner, c'est raté. Si c'est pour produire de l'électricité en attendant que les centrales nucléaires soient construites, comme disent les exploitants éoliens, c'est raté aussi, puisqu'on exporte plus d'électricité qu'on ne produit et que, enfin, on exporte plus d'électricité qu'on produit d'énergie intermittente. Et en plus, on a effacé 30 TWh d'électricité nucléaire. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce que vous dites dans le livre, en fait, c'est que la principale raison du développement massif des éoliennes ces dernières années, pour vous, ce n'est pas effectivement la lutte contre le réchauffement climatique, mais la volonté des industriels de profiter de la gigantesque manne financière du capitalisme. Ah mais oui, et ils ont eu tellement d'argent qu'ils peuvent corrompre, qui peuvent faire de l'influence, qui peuvent acheter des espaces publicitaires, qui peuvent acheter des parlementaires. Enfin, il faut quand même être très clair dans cette affaire. Mais, enfin, je veux dire, il y a eu le scandale des prises illégales d'intérêt, où il y avait 250 plaintes pour prises illégales d'intérêt, jusqu'au moment où le gouvernement a supprimé le service central de prévention de la corruption, qui avait centralisé ces plaintes. Donc, c'est une évidence qu'il y a de la corruption. C'était un échelon assez local, c'était des maires. C'était l'échelon local, tout à fait. Enfin, il y a des éléments de corruption dans le monde entier. Il y a même une journaliste
qui a été tué, je crois, à Malte, pour une histoire de parc éolien en Macédoine. Elle avait découvert que c'était un pacte de corruption et il y a eu un attentat à la voiture piégée. Enfin, c'est quand même incroyable, cette histoire. Donc, effectivement, ils ont un tel niveau d'argent qu'ils peuvent sans problème influer, acheter des espaces publicitaires, payer des lobbyistes et corrompre. Mais vous dites que finalement… J'en donne des exemples dans mon livre, d'éléments de corruption. Il y en a. Après, il y a des éléments de corruption connus et il y a des éléments de corruption inconnus. Vous dites qu'en fait, finalement, c'est un gigantesque transfert financier, finalement, de la part qui passe des contribuables et des consommateurs sur les comptes des exploitants éoliens, en fait. Oui, vous savez, la mafia, elle rêve d'un racket à petite échelle. Là, on a un système mafieux qui est génialissime parce que c'est une petite ponction qui devient de plus en plus importante sur une quantité. Il y a 70 millions de Français. Quasiment tout le monde a une maison avec de l'électricité. Donc, c'est des millions de personnes qui sont concernées. Là, donc, en fait, tout l'argent est prélevé sur la facture d'électricité. Cette facture se retrouve dans l'assise de la facture. Cette assise sert à financer la différence entre le prix spot et le prix garanti. Cet argent passe de la société d'exploitation de l'éolienne qui est en France, qui est structurellement déficitaire, et remonte dans les holdings qui sont dans des paradis fiscaux, qui sont au Luxembourg. Et pour certaines sociétés d'exploitation, l'argent remonte à des fonds de pension canadiens ou des fonds de pension américains. Je crois que vous parlez de BlackRock. BlackRock, par exemple, tout à fait, est fortement investi dans des parcs éoliens, en France notamment, pas qu'en France. Et ça, ces schémas dont vous parlez, ces schémas financiers, donc ça passe par des compagnies au Luxembourg, des holdings au Luxembourg ou ailleurs, c'est fréquent? Oui. L'essentiel des holdings, des éoliennes, il faut comprendre, chaque parc éolien en France appartient à une société. Cette société, elle est structurellement déficitaire. Toutes. Pour ne pas payer d'impôts en France? Pour ne pas payer d'impôts en France. Et surtout, en cas de démantèlement, quand on arrêtera de subventionner les éoliennes… Pour être insolvable. Pour être insolvable, il n'y aura plus personne pour payer le démantèlement. Ce n'est pas les 50 000 € qui sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations qui serviront à payer le démantèlement. Parce qu'un démantèlement, c'est plusieurs centaines… C'est 400 à 500 000 €. D'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que les agriculteurs ou propriétaires fonciers qui touchent 10 000 € par mât éolien n'ont jamais réalisé, je leur dis souvent en réunion, c'est pourquoi les exploitants éoliens n'achètent pas les terres. Ils sont prêts à payer en location 10 000 € par an pendant 20 ans, des terres dont 1 hectare coûte à l'achat 8 000 €. Une parcelle de terre d'1 hectare, ça vaut 8 000 € en France. Donc pourquoi un exploitant éolien n'achètent-ils pas les parts? Je leur pose la question, parce qu'ils ont un bon sens paysan. Et là, ils réalisent. C'est parce qu'en fait, ils veulent donner la patate chaude, ils veulent surtout avoir aucun contact. Parce que l'exploitant éolien, il n'est jamais propriétaire de l'éolienne. Il est juste propriétaire du droit d'exploiter que lui a conféré la préfecture. L'éolienne, elle appartient au propriétaire de la parcelle, en vertu du droit français. Le propriétaire du foncier est propriétaire de toute construction qui est sur son champ. Donc l'exploitant éolien, il n'est pas propriétaire de l'éolienne. Il est propriétaire d'un droit d'exploiter cette éolienne. Et donc les propriétaires fonciers qui installent les éoliennes sur leur propre terre sont dans un piège terrible, qui n'est pas un piège à court terme, parce qu'ils vendent 10 000 € par an l'exploitation, le droit d'usage de la parcelle. C'est le piège du démantèlement. Mais in fine, ils seront propriétaires de l'éolienne si demain les sociétés d'exploitation font faillite. Donc qu'est-ce qui va se passer, pour être très clair, pour un propriétaire foncier? Aujourd'hui, ils touchent 10 000 € par an d'une terre qu'ils auraient pu vendre 10 000 € définitivement. Et donc, je le dis encore, pourquoi l'exploitant n'achète pas les terres? Il touche donc 200 000 €. Quand l'exploitant éolien fera faillite, parce qu'il y a un moment ou un autre, l'État arrêtera de subventionner les éoliennes,
comme le moratoire voulu par Bruno Retailleau, eh bien, la société fera faillite et il n'y aura plus d'interlocuteur. Donc l'État se retournera vers le propriétaire du terrain pour démanteler. Et là, le propriétaire, il bénéficiera des 50 000 € de dépôts qui ont été consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignatons par l'exploitant éolien. Mais il n'aura que 50 000 €. Pour un démantèlement qui coûtera 400 000 €. 400 ou 500 000 €. D'accord. C'est ça le schéma. Et tout remonte dans la holding, sachant que la holding, elle n'a juste que la société d'exploitation structurellement déficitaire, et donc elle remonte l'intégralité des bénéfices. En quelque sorte, à l'échelle mondiale, les éoliennes françaises et les Français financent les fonds de pension américains et canadiens, avec l'argent des Français et des consommateurs d'électricité. Et vous parliez aussi de la mafia dans le livre. Vous dites que la mafia italienne a infiltré la filière éolienne dans ce pays et utilise ce marché pour blanchir l'argent sale, mais aussi pour détourner les milliards de subventions qui sont offerts par les États ou l'Union européenne. Oui, alors là-dessus, beaucoup de personnes me disent « tu parles de la mafia ». On va quand même être très clair. Quand on lit la presse italienne, c'est un élément tout à fait connu, pas caché de la vie politique italienne. Le représentant du chef suprême de Cosa Nostra, qui vient d'être arrêté, là, qui est mort, qui s'appelait Derano, donc c'était l'héritier de El Corleone. On est vraiment dans la mafia italienne, hein, El Corleone, tout le monde le connaît, il a tué quand même beaucoup de gens dans la guerre de la mafia. Hein. Au moment, ils ont tué des juges, etc. Son successeur, Derano, avait son représentant dans l'éolien qui s'appelait Vito Nicastri. Vito Nicastri. Et Vito Nicastri, c'était le représentant du chef suprême, et c'était un électricien à la base, il était électricien, et il est devenu le parrain de l'éolien, ou ce qu'on appelait le roi du vent. Il a été arrêté, d'ailleurs il a vendu son parc éolien sicilien, la société qui s'appelle Winco, il l'a vendu à Electrabel sous la coupe d'Engie. Il faut savoir que Engie, ça je l'ai mentionné dans le livre, son parc italien sicilien a été acheté à Cosa Nostra. Après, ils ne le savaient pas, je crois que vous le dites au moment où ils ont fait la transaction. On l'a su après par les enquêtes des carabiniers. Ils l'ont su ou pas, on ne sait pas quel est le degré de connaissance, donc je ne peux pas, je peux rien tirer de ça. Et Vito Nicastri a été arrêté, ses actifs ont été saisis, et il a été à nouveau arrêté ces dernières années au moment du gouvernement Salvini, parce que un des ministres de Salvini avait été corrompu par Vito Nicastri, moyennant de l'argent, pour changer la législation sur les subventions éoliennes. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes causes ayant les mêmes effets. Vito Nicastri, qui avait complètement dominé le marché italien de l'éolien, demandait au ministre d'extrême droite de Salvini de changer la législation sur les éoliennes en augmentant les subventions aux éoliennes. Il l'avait accepté moyennant 50 000 €, je crois, dans les écoutes téléphoniques. Les carabiniers avaient mis sous écoute et ont à nouveau arrêté Vito Nicastri une seconde fois pour corruption, etc. Il a fait un accord à condition de vendre, de faire amende honorable. Ses camarades. Exactement. Et c'est très intéressant parce que, d'ailleurs, là, il s'agit d'une corruption d'un ministre d'extrême droite. Dans l'éolien, d'une manière générale, les exploitants éoliens, et je peux vous le garantir, n'ont aucun complexe à infiltrer les équipes de campagne de tel ou tel candidat à la présidentielle ou à corrompre des candidats de l'extrême droite à l'extrême gauche. Vous avez des exemples? Non, je n'ai pas d'exemple, je n'en donnerai pas. Mais globalement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a incontestablement, au moment des élections présidentielles, des infiltrations des équipes de campagne des candidats par les opérateurs éoliens. Ça, vous en avez été témoin? Oui, j'en ai été témoin. D'accord. Des noms. Un candidat, par exemple, que je ne citerai pas, dont la chef de file de son groupe de travail énergie
était une personne dont j'avais identifié qu'elle était très pro-éolienne en mer. Et j'ai fait faire une enquête par un chasseur de tête. On a trouvé un CV en France où il n'y avait aucune indication sur sa participation liée à une filière éolienne, mais on a trouvé dans une base de données un CV en Allemagne où on a trouvé qu'elle travaillait pour un opérateur d'éoliennes en mer et qu'elle était lobbyiste pour un exploitant éolienne en mer. Et elle avait infiltré un groupe, elle était même chef du groupe de travail d'un candidat à la présidentielle. Et un candidat anti-éolien. D'accord. Donc, il y avait une vraie volonté d'influence au sein de l'équipe pour, en interne, changer le programme politique du candidat. Donc, il y a des offensives pour changer. Voilà, c'est valable dans tous les partis. Hein. Alors, il y a des partis qui mangent plus. Voilà, il y en a qui ont été complètement... Voilà, c'est plutôt vers la gauche et l'extrême gauche. Et puis, plus on va vers la droite. Mais si on va vers la droite, ils ne sont pas exempts de tentatives d'infiltration de la filière éolienne. Alors, juste pour revenir un instant sur la mafia italienne, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait justement être impliquée dans certains projets éoliens ailleurs qu'en Italie, par exemple en France? Oui, le juge Scarpinato, on retrouve une vidéo du juge Scarpinato, qui est un juge anti-mafia, sur Arte. Et il explique aux Allemands, et il explique que, donc là c'est une vidéo qui a 10 ans, et il explique déjà il y a 10 ans qu'en fait il y a des liaisons entre les mafias de différents pays. Et ce qui est intéressant, c'est l'affaire qui s'est passée au Luxembourg. Luxembourg qui est un pays très pro-éolien et anti-nucléaire. C'est que quand les carabiniers ont enquêté sur la filière, sur le parc éolien sicilien qui avait été acheté par Electrabel à Cosa Nostra, ils ont identifié une holding au Luxembourg qui s'appelait Linux, l'inverse de l'Unix ou inversement. Et les carabiniers italiens ont demandé à pouvoir saisir les avoirs et vérifier qui étaient les bénéficiaires économiques. Et immédiatement, les juges luxembourgeois ont refusé l'accès aux informations liées à cette société. Et le lendemain, la société était entièrement dissoute au Luxembourg. Donc c'est très intéressant de voir la liaison qu'il y a eu, puisque la société de Cosa Nostra était immatriculée au Luxembourg, qui est une plaque tournante des sociétés d'exploitants éoliens. Alors ça, je tiens à vous préciser, rien de nouveau sous le soleil. Mon livre a été écrit en 2019. Ce n'est pas des informations que je révèle aujourd'hui. C'est des informations que j'ai révélées il y a déjà depuis 6 ans. Mais évidemment, c'est tellement fort que c'est vrai que c'est important. Mais voilà, c'est une réalité. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est de la presse ouverte italienne. Hein. C'est la presse italienne dans l'équivalent du Monde, voilà, le Courrier du Soir. Vous avez un ensemble de documentation tout à fait édifiante. En Belgique également, il y a eu des études réalisées. C'est en source ouverte, je n'ai pas eu besoin d'aller bien loin pour piocher des informations sur le rôle de la mafia dans l'éolien. C'est vraiment ce qui est connu. Déjà, ce qui est connu est édifiant. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Alors, ce qui n'est pas connu. Alors, peut-être un mot aussi sur la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie, donc on appelle PPE3, donc qui présente la politique énergétique de la France pour la période 2025-2035. Le décret n'a pas encore été publié, mais on a actuellement une proposition de loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui est discutée au Sénat. Qu'est-ce que vous pensez de cette programmation, de cette PPE3? Cette PPE3, je la combats. Je la combattrai à la rentrée puisqu'elle va passer à l'Assemblée nationale en dernière lecture et je ferai tout mon possible pour qu'elle ne soit pas adoptée parce qu'elle ouvre des jours difficiles pour les Français. Il faut que les Français comprennent bien que derrière ce travail qui peut sembler abstrait, la programmation pluriannuelle de l'énergie est d'une importance capitale pour les emplois, pour l'économie,
pour le pouvoir d'achat des Français. Quel impact justement cette PPE aurait sur l'économie française? Eh ben, l'augmentation de la facture d'électricité des industries et des entreprises qui diminuera la compétitivité et conduira du chômage. Donc d'un côté, explosion de la facture d'électricité des Français qui seront égorgés parce que plus les revenus sont faibles, plus l'augmentation de la facture d'électricité obère le pouvoir d'achat des Français. Et notamment pour les plus modestes. En particulier pour les plus modestes, les gueux. Pour les entreprises, et en particulier petites et moyennes entreprises, dont la rentabilité s'assoit aussi sur la capacité d'avoir une électricité pas chère. Les artisans, les boulangers, tous ceux qui sont électro-nécessiteux, les restaurateurs, qui ont des réfrigérateurs, voilà. Et puis les industries. Et donc, plus vous augmentez la facture d'électricité, plus vous baissez la compétitivité, plus vous détruisez le pouvoir d'achat. Donc vous avez un double effet. Vous détruisez le pouvoir d'achat, donc vous détruisez la consommation, donc vous avez un impact sur les petites et moyennes entreprises et sur l'industrie. Et en même temps, vous obérez la compétitivité des entreprises qui voient leur rentabilité baisser à cause d'un surcoût de l'électricité qui sert à financer les exploitants éoliens. Et donc vous obérez et la demande et l'offre finalement. C'est une catastrophe. Et donc, vous détruisez l'économie dans sa globalité. C'est ça qu'il y a derrière la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je ne me bats pas pour qu'une question d'éolienne. Je me bats pour les Français. Nous nous battons, tout le réseau des personnes qui se mobilisent sur cette question se battent pour l'économie française. Et d'ailleurs, tout récemment en Allemagne, les principaux industriels allemands viennent de sonner l'alerte au gouvernement en leur disant « Arrêtez cette politique d'Energiewende parce qu'en Allemagne, c'est encore pire qu'en France. » Ils vont même jusqu'à imaginer de subventionner avec de l'argent public l'électricité des entreprises. Alors vous imaginez, on subventionne avec les consommateurs l'électricité et comme l'électricité explose, on va subventionner avec de l'argent public, donc avec l'argent du contribuable, les factures d'électricité des entreprises. Mais il y a un moment, eh ben ça explose. Et donc nous, avec toutes les équipes qui travaillent sur le sujet, on veut sauver la France parce qu'on pense qu'à un moment, tout cela va devenir explosif pour nos concitoyens et pour la stabilité sociale. Est-ce que vous pensez justement que la mise en œuvre de cette PPE pourrait déclencher des troubles sociaux un petit peu? Bien sûr, comme les gilets jaunes, bien sûr, mais en pire. En pire? Oui. Ben oui. Ben oui, parce qu'il y a un moment, tout le monde va être égorgé. Tout le monde va avoir la tête sous l'eau. Il y a un moment, c'est l'économie qui est détruite. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français justement ont conscience de ces enjeux-là? Non. Ça commence. Depuis peu, ça commence. Et on le voit d'ailleurs sur cette bataille de la facture d'électricité que nous menons avec Alexandre Jardin du mouvement Les Gueux. Effectivement, on est en train de constater depuis un mois ou deux, du passage de la lutte sur les ZFE au passage de la lutte contre la programmation pluriannuelle de l'énergie, en quoi cette énergie punitive constitue un enjeu majeur pour les Français et on voit un réveil des consciences. Le problème, c'est les élus, et en particulier les élus du Sénat, qui sont complètement ensuqués dans une vision passéiste de la chose. Et le vote au Sénat tout récent de la PPE montre un incroyable déni de réalité et manque de lucidité sur le sujet. Et quel regard vous portez justement sur la politique énergétique menée en France ces dernières décennies? C'est une catastrophe. Je dirais que, peut-être pour conclure notre échange, que entre 1974, le plan Messmer, qui intervient après le choc pétrolier de 1973, Messmer, Premier ministre, dit qu'il faut construire des réacteurs nucléaires. Il en fait construire 13. Finalement, on en construira 58. Et des barrages. Depuis 1974 et jusqu'au début des années 2000, la France disposait, avec ses barrages et ses centrales nucléaires, de l'électricité la plus sûre et la moins chère dans le monde. Et par ailleurs décarbonée, ce qui ne gâche rien. Depuis 2001, l'arrêt Cochet, on a une explosion de la facture d'électricité. Je dirais tout simplement que
la politique énergétique que nous avons depuis 20 ans, 25 ans, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et donc, on est en train de saboter un système qui fonctionnait très bien en l'agrégeant avec un système qui perturbe l'intégralité du système et détruit notre économie. Je pense que la politique énergétique de la France est un véritable enjeu et moi, je me battrai jusqu'au bout pour préserver la souveraineté énergétique de la France et la compétitivité de notre industrie et de nos entreprises par la lutte contre ces énergies intermittentes qui sont une arme de guerre contre la France. Merci beaucoup pour votre éclairage, Fabien Bouglé. Je vous en prie, merci de votre accueil. Avec plaisir.